L'Asie du Sud-Est est une région d'une grande diversité, aussi bien politique, économique, humaine, et pourtant les États qui la composent se sont regroupés au sein d'une même organisation qu'on appelle l'ASEAN. Eh bien, nous avons voulu étudier comment évoluait cette région de l'Asie. Voici la région du monde que l'on nomme Asie du Sud-Est, avec une partie continentale qui regroupe la Birmanie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam, et se trouve au sud de la Chine et à l'est de l'Inde. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle fut dénommée Indo-Chine au XIXe siècle, ce qui traduit bien la fonction de carrefour. Et puis il y a une partie insulaire, avec la Malaisie, Singapour, l'Indonésie, le Timor oriental, le Brunei et les Philippines, située au nord-ouest de l'Australie, riveraine de l'océan Pacifique à l'est et de l'océan Indien à l'ouest. Au XIXe siècle, cette région était appelée l'Insulinde. Au total, 11 pays composent l'Asie du Sud-Est. L'unité géographique de cette région repose avant tout sur le climat, puisqu'elle se situe en zone intertropicale, c'est-à-dire entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Mais hors de ce point commun de type climatique, l'Asie du Sud-Est est une région hétérogène avec de fortes contraintes physiques qui expliquent en partie la géographie humaine de la région. Car les reliefs de montagne et l'omniprésence de la mer ont formé des barrières naturelles au mouvement de population. Donc faisons maintenant un peu de géographie humaine. L'Asie du Sud-Est compte 625 millions d'habitants, sa densité de population est estimée à 139 habitants au kilomètre carré, et cette moyenne masque en fait d'énormes écarts de peuplement. Entre des zones quasi inhabitées, moins de 1 habitant au kilomètre carré, comme au centre de l'île de Bornéo, et des zones très densément peuplées, avec plus de 200 habitants au kilomètre carré, comme sur l'île de Java. L'Asie du Sud-Est rassemble 5 groupes linguistiques principaux, sino-tibétain, thaï-kadai, austro-asiatique, austronésien et papou. Au total, plus de 1250 langues seraient parlées dans la région, et cette diversité se traduit notamment par l'usage de différents modes d'écriture, et vous voyez ici les noms des pays dans leur langue officielle. Enfin, l'Asie du Sud-Est se caractérise par la diversité religieuse. Y sont présents les 2 principaux courants du bouddhisme, le petit véhicule, le Theravada, le grand véhicule, le Mahayana, et puis l'islam, le christianisme et l'hindouisme. Bien, on a vu la géographie physique, la géographie humaine, maintenant parlons développement. Là aussi, les écarts sont majeurs et on peut les mesurer en prenant le revenu par habitant, l'urbanisation ou encore l'indice de développement humain. Prenons l'exemple des écarts entre Singapour et la Birmanie. Écart de revenus par habitant avec 50 000 $ en moyenne à Singapour et 2 000 $ en moyenne en Birmanie. Donc un Singapourien gagne près de 30 fois plus qu'un Birman. Ensuite, écart en termes d'urbanisation. La totalité du territoire singapourien est urbanisée, contre seulement 30% environ du territoire birman. Enfin, l'indice de développement humain, l'IDH, qui va de 0 à 1, et qui prend en compte l'espérance de vie à la naissance, le niveau de scolarisation et le revenu par habitant. Eh bien, l'écart là aussi est important, car Singapour se classe en 18e position dans le classement mondial de l'IDH, et la Birmanie est à la 149e position. Eh bien, malgré cette forte hétérogénéité que je viens de vous décrire, 10 pays de la région ont choisi de se regrouper au sein d'une même organisation, l'ASEAN, Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. L'ASEAN a été créée en 1967 par 5 États, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, l'Indonésie et les Philippines, avec pour objectif d'assurer la stabilité des États membres et de contrer les partis communistes locaux dans le contexte de guerre froide de l'époque. L'ASEAN accueille ensuite Brunei en 1984, puis le Vietnam en 1995, le Laos et la Birmanie en 1997 et le Cambodge en 1999. Alors la configuration internationale a évidemment beaucoup changé dans les années 90 avec la fin de l'URSS, la création de l'OMC, la crise financière en Asie et aussi plus récemment la montée en puissance de la Chine et de l'Inde.
Alors tout cela a fait évoluer la configuration proprement régionale et a incité peu à peu les États membres à resserrer leurs liens et même à modifier les objectifs de l'ASEAN. Cela se traduit notamment par le projet de communauté de l'ASEAN, dont la mise en place est officiellement prévue pour fin 2015 et qui doit reposer sur 3 piliers. Une communauté politique et de sécurité qui doit maintenir la paix dans la région, une communauté socio-culturelle qui vise à développer une identité commune, mais en fait, au-delà de ces formules un peu naïves, il s'agit avant tout de mettre en place une communauté économique pour que l'ASEAN devienne un marché unique. Alors les effets de cette communauté pourraient être d'autant plus opportuns au regard des indicateurs économiques et démographiques de cette région. D'après une projection faite par l'ONU, la population de l'ASEAN devrait passer de 630 millions en 2015 à 700 millions en 2025. Elle devrait donc croître aussi rapidement que le reste de la population mondiale. Conséquence, la population de l'ASEAN restera jeune, l'âge médian passera de 29 ans à 32 ans sur la même période. Elle sera aussi plus éduquée, car le taux de fécondité en baisse, les choix budgétaires en faveur de l'éducation vont contribuer à la hausse du taux de scolarisation et au niveau d'études des individus. Et ils pourront ainsi viser des emplois plus qualifiés, avec des salaires plus élevés, formant ainsi de nouvelles classes moyennes, de plus en plus consommatrices. Enfin, l'ASEAN deviendra une région majoritairement urbaine aux alentours de 2020. Eh bien, tous ces facteurs vont renforcer l'attractivité économique de la région. Et compte tenu de l'anticipation possible de ces éléments, plusieurs projets d'infrastructures de transport ont vu le jour dans la région pour désenclaver les zones rurales et relier les villes entre elles. Cette carte nous montre le futur réseau autoroutier d'Asie du Sud-Est et on voit bien que de nombreuses connexions sont trans-étatiques. Donc je résume, une population très jeune, plus éduquée, plus urbaine, vivant dans une région mieux interconnectée, eh bien ces atouts permettent à l'ASEAN de faire face à la concurrence. De la Chine, dont la main-d'œuvre diminue et la population vieillit, mais aussi de l'Inde, où la croissance économique n'agit pas suffisamment en faveur du développement du pays et ne réduit en rien les inégalités. L'organisation a d'ailleurs signé des accords de libre-échange avec ces deux pays, mais aussi avec la Corée du Sud, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande au cours des années 2000. Et un projet consiste à faire fusionner ces zones en une seule et unique grande zone de libre-échange, appelée RCEP pour Regional Comprehensive Economic Partnership. Ce projet est concurrencé par celui du TPP, pour Trans-Pacific Partnership, qui n'inclut qu'une partie des membres de l'ASEAN, Singapour, Malaisie, Vietnam, Brunei, et qui s'étend d'une rive à l'autre de l'océan Pacifique, et qui est évidemment favorisé par les États-Unis. Mais ces deux projets pourraient ne pas s'avérer très avantageux pour l'ASEAN, en raison, on y revient, de son manque d'unité. Car l'ASEAN est une organisation dont le fonctionnement repose sur le consensus entre États membres. Elle ne dispose d'aucun pouvoir contraignant sur les États membres. Dès lors, il est difficile pour l'ASEAN de parler d'une seule voix et de peser dans les négociations commerciales internationales. D'autre part, la région est le foyer de plusieurs types de tensions. Des tensions internes, d'abord, avec des mouvements séparatistes dans certaines périphéries birmanes, au sud de la Thaïlande, des Philippines, à l'est de l'Indonésie, en Irian Jaya, avec les Papous, avec certains régimes politiques qui sont peu stables, comme la Birmanie ou la Thaïlande, ou encore avec le litige frontalier qui oppose le Cambodge à la Thaïlande, autour du temple de Preah Vihear, dont le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008 a ravivé l'animosité entre les deux pays. Mais les tensions les plus vives sont à la périphérie, c'est-à-dire autour des îles Paracel et Spratly, en mer de Chine méridionale. Elles opposent la Chine à plusieurs États de l'ASEAN, le Vietnam, la Malaisie, Brunei et les Philippines, car chacun revendique sa souveraineté sur une partie, voire sur la totalité de ces archipels. Eh bien, ces litiges territoriaux représentent l'un des facteurs de la course aux armements en Asie.
Alors de son côté, la Chine tire profit de ses bonnes relations avec certains États de la région, comme la Birmanie, le Laos, le Cambodge, pour s'assurer que l'ASEAN n'adopte pas une position commune pouvant remettre en cause les intérêts chinois en Asie du Sud-Est. Alors le processus d'intégration dans lequel est engagée l'Asie du Sud-Est est vu comme l'un des plus aboutis, du moins parmi les pays émergents, même s'il est très éloigné du modèle de l'Union européenne, tout simplement parce que les États membres ne veulent concéder aucune délégation de souveraineté. Alors si on réfléchit un petit peu aux grands équilibres régionaux, on voit que l'Asie du Sud-Est est le terrain d'affrontement de plusieurs jeux d'influence. Le pivot vers l'Asie des États-Unis, la Look East Policy de l'Inde, le collier de perles chinois, donc la région aurait tout intérêt à renforcer son indépendance géopolitique. Et pourtant, on constate que la plupart des États membres de l'ASEAN préfèrent encore subir ces influences extérieures plutôt que de concéder d'autres pouvoirs à une organisation qui pourrait être contraignante. Alors, vous pouvez lire L'Asie du Sud-Est, un rapport annuel de l'IRASEC, un institut de recherche français qui est basé à Bangkok, et puis le dernier numéro de la revue Esprit qui contient un gros dossier passionnant sur le nouveau désordre mondial.